Le mouton à cinq pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hot en ce moment, l'épanouissement personnel et professionnel. Entreprendre sa vie avec confiance, exploration, audace, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Ce sera notre sujet aujourd'hui avec Bruno Tesson. Bruno, bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour, enchanté. Oui. Hem, alors aujourd'hui, je vais un petit peu expliquer votre parcours, qui est quand même assez atypique puisque, vous êtes passé de vétérinaire à dirigeant d'entreprise, si je ne me trompe. C'est ça, exactement. Alors du coup, vous commencez là, directement, j'arrête le suspense. Vous commencez, votre carrière en tant que, vétérinaire. Puis ensuite, vous vous engagez avec votre famille, si je comprends bien, au sein d'une ONG, en Afrique. Avec, cette expérience, vous revenez en France, vous vous lancez dans une nouvelle voie qui va plutôt être celle de consultant, pour ensuite gravir les échelons pour devenir, un dirigeant d'entreprise et surtout un entrepreneur très audacieux. Vous présidez aujourd'hui le campus des dirigeants, où vous partagez également votre expertise avec des entrepreneurs en herbe. Bruno, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous voulez mentionner quelque chose en plus? Bah, oui, forcément, c'est un raccourci parce que je suis Oui. je suis pas tout jeune, j'ai 64 ans, donc j'ai sûrement des choses à raconter sur ma carrière, mais en gros, c'est ça. Je voudrais juste ajouter, qu'en marge de en plus de mon activité professionnelle que je portais moi, j'ai été pendant 20 ans président du conseil de surveillance d'un groupe familial qui a été fondé par mon grand-père et donc Ah! ça m'a appris à travailler les sujets de gouvernance d'entreprise, qui n'est pas simple et notamment dans des Non. entreprises familiales, mais c'est en même temps très passionnant. J'ai eu donc, la chance de poursuivre ma propre carrière et d'avoir cette activité, à côté. C'était très complémentaire. Voilà. Génial. Mais alors, on va revenir peut-être au début, puisque au début, vous êtes, donc vous avez un diplôme de vétérinaire. Oui. À quel moment se passe vraiment la transition? Alors, depuis tout petit, je voulais être vétérinaire pour soigner des chevaux parce que j'adore ces animaux Ah, et donc j'ai fait véto. J'ai commencé 2 ans comme, vétérinaire praticien et en fait, j'ai découvert quelque chose de moi, c'est que je trouvais que le boulot était trop technique et un peu trop solitaire. En fait, quand on est vétérinaire, quand on a une profession libérale, on exerce son art ouais. et moi, je me sentais plus un homme de projet. Donc je me suis dit: «Bah, finalement, c'est peut-être, dans le monde de l'entreprise que je vais mieux m'épanouir» et donc j'ai fait le switch et je suis devenu vétérinaire salarié dans une entreprise agroalimentaire. J'étais toujours véto, Hein? mais salarié et ça a été un pas important parce qu'ensuite, comme un ingénieur qui rentre dans une entreprise et qui devient manager et puis qui devient peut-être dirigeant, c'est à peu près ce qui m'est arrivé et donc souvent les gens s'étonnent que je sois vétérinaire et qu'aujourd'hui je dirige le campus des dirigeants. J'ai jamais dit non à mon métier, mais je m'en suis éloigné progressivement. On pourra parler du pourquoi je m'en suis éloigné, parce que là, il s'agit du registre des motivations profondes et de la connaissance de soi. Mais voilà, je ne me suis pas fâché avec mon métier, mais je m'en suis éloigné progressivement, attiré par d'autres choses que je voulais découvrir. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question: pourquoi? Forcément. Quelles étaient ces motivations profondes, que vous mentionnez? En fait, je pense que quand on a 20-25 ans, on se connaît pas très bien. Enfin, moi, c'était mon cas. Non, c'est vrai. Je connaissais une partie de moi et du coup, j'ai fait des études en fonction d'une partie de moi et je pense que toute ma vie, je me suis dit, d'abord, je ne veux pas être victime de mon diplôme et être enfermé dans une profession parce que j'ai un diplôme qui me permet de faire ça. Donc c'est un sujet de liberté avant tout. Et puis ma motivation, ça a été de chercher à me compléter et à être au plus près de qui je suis. Donc j'ai vu des opportunités passer, je les ai saisies en me disant, bon, ça, je ne connais pas, mais je vais apprendre. Et je pense que dans ce nouveau environnement, je vais pouvoir être heureux, m'épanouir, etc. Donc c'était ça ma motivation première, c'était de me trouver finalement et de trouver les situations professionnelles qui seraient les plus favorables pour moi, les plus intéressantes, les plus enrichissantes. Voilà, c'était mon moteur. Quand j'ai changé de travail plusieurs fois, c'était pas lié à qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais le valoriser. C'était plutôt qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau qui m'intéresse et dans lequel je peux m'épanouir.
OK et du coup, bah, alors à ce moment-là, on est sur une ligne de temps. À quel moment est-ce que, vous décidez, de partir, en Afrique? Alors, on est parti en Afrique, j'étais déjà vétérinaire salarié dans une entreprise C'est ça? agroalimentaire. J'ai rencontré mon épouse, qui était médecin à l'époque. Moi, j'avais fait une mission pour Vétérinaires sans frontières au Niger. Donc on avait tous les 2 la fibre de l'Afrique et on s'est dit: «Ah, partons, vivre une expérience, un peu décapante» et on l'a fait avec une ONG finalement. Et avec vos enfants, si j'ai Et bien avec compris? des enfants qui étaient jeunes, oui, il y en avait 3, dont la dernière avait 3 mois. Et on Ah a oui, OK. vécu 3 ans dans le nord du Cameroun pour, s'occuper de projets de développement. Donc, Virginie, mon épouse, elle s'occupait des dispensaires. Elle gérait 7 dispensaires et quelques antennes mobiles de santé dans les villages. Et moi, j'étais coordinateur de projets de développement. Donc ça concernait, la santé, l'agriculture, la gestion de l'eau, la l'école, l'alphabétisation, la promotion des femmes et cetera. Et c'était tout à fait passionnant. Là, du coup, alors pendant cette période de ma vie, c'est la première fois que j'ai exercé autre chose que vétérinaire. J'étais Ah plutôt en ouais, charge d'animer des équipes et c'était une expérience formidable, décapante, d'autant plus qu'on a eu des péripéties. Enfin, je ne vais pas raconter tout ça parce qu'on y passerait du temps, mais on a eu à faire face à une épidémie de choléra et comme Virginie était médecin, elle a pris les choses en charge et on a qui a fait. duré combien de temps? Oh, ça a duré 3 mois, mais il y avait beaucoup de morts dans la région. On s'est demandé si on allait partir. Nous, comme on avait des enfants, on est Ah resté bien sûr. en appliquant des règles d'hygiène. On a fait venir Médecins sans frontières de Belgique, d'ailleurs, qui nous ont envoyé des médicaments. On a pu organiser les traitements. Mais c'était une période de 3 mois, mais très intense, où on a appris beaucoup. Je C'était m'en pas tout doute. notre boulot pendant 3 ans. Voilà. Et en revenant en France, bah, j'ai pris des métiers un peu plus classiques. Je suis devenu consultant sur ce que j'avais fait avant de partir en Afrique, l'agroalimentaire. Et puis ensuite, je suis devenu dirigeant d'une PME qui fait de la sélection animale dans un groupe de production de volailles. Et ça a été ma première expérience de dirigeant. J'avais à peu près 38 ans. Je raconte ça souvent parce que je me dis, je raconte que j'ai pas été très bon dans cette période, première phase de métier de dirigeant, pour 2 raisons. Pourquoi? 2 raisons que j'analyse maintenant et franchement, je m'y prendrais différemment avec l'expérience que j'ai maintenant. J'ai cru que mon métier de dirigeant, c'était de prendre les problèmes de mes collaborateurs pour leur permettre à eux de faire correctement leur boulot. Mais quand on raisonne comme ça, on se retrouve très vite avec beaucoup de choses sur les épaules à gérer. Alors j'ai fait face, mais ça m'a sans doute manqué, ça m'a empêché de faire d'autres choses qui étaient plus importantes pour l'avenir de l'entreprise. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que j'ai pas été bon, c'est que je n'ai pas dit non assez tôt à mon patron, qui était le dirigeant du groupe. J'ai trop encaissé et je me suis comporté comme un mercenaire obéissant plutôt qu'un missionnaire qui a des convictions et qui a envie de mettre sa patte dans le projet de l'entreprise. Et un jour, je lui ai dit un énorme non, un gros non, ce qui m'a coûté mon job et donc je suis parti. Voilà. OK et après et donc après combien d'années? Après, 4 ans, voilà. Ah oui, quand même, donc Ouais, ouais. ça Mais bon, ça a été une expérience très très importante pour moi et du coup c'est un des éléments qui m'a conduit à créer le campus des dirigeants pour apprendre le métier de dirigeant, 20 ans plus tard. Voilà, puis si on c'est continue ah, mais grâce à ça et finalement pendant des années, j'ai remercié mon patron de m'avoir foutu dehors parce que grâce à ça, j'ai rebondi dans un métier que j'ai vraiment adoré. J'ai passé 12 ans au sein de Réseau Entreprendre, qui est un réseau qui fédère 15 000 chefs d'entreprise qui accompagnent les je entrepreneurs. suis membre en Belgique. C'est vrai, J'ai bravo, donné une super. formation hier chez Réseau Entreprendre Ah, d'ailleurs. excellent, bravo, félicitations. Donc, bah, ça, c'est très chouette. Le réseau a été fondé dans le nord de la France par André Mullier et puis ça fait des Oui, plis effectivement dans une dizaine de pays et je suis devenu DG de Réseau Entreprendre, la fédération, pendant 9 super. ans. Voilà, ça a été mon job, ça a été fantastique au contact des entrepreneurs, de ceux qui les accompagnent, super, voilà. Mais donc on sent vraiment très fort, cette envie, de transmission aussi, de vouloir aider, bah, les autres dirigeants, les autres entrepreneurs. Vous parlez également, pas mal d'épanouissement justement dans les motivations profondes. Quelles sont un petit peu, les raisons pour lesquelles, bah, vous avez eu ce souhait à un moment donné de transmettre? Oui, alors, je pense que fondamentalement, ma personne, est orientée vers,
l'accompagnement, aider les autres à se prendre en charge, et cetera. On pourrait peut-être dire, c'est ma mission profonde. Mais je pense D'accord. qu'avec l'âge aussi, quand on a beaucoup fait soi-même, enfin moi j'arrive à un moment où j'ai plutôt envie de partager. Je l'ai fait avec mes enfants, mais je le fais aussi dans mon travail, puisque je peux compiler, et mon job aujourd'hui, c'est de compiler les meilleures pratiques auprès des dirigeants, ceux qui font, pour les mettre en forme et les rendre partageables pour que d'autres qui sont entrepreneurs ou dirigeants salariés puissent être plus performants dans leur métier de dirigeant. C'est mon moteur aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons au campus des dirigeants. Super et pour vous, voilà, c'est quand même une des questions qu'on me pose également souvent, donc j'aimerais avoir votre réponse. Hem, Quelle est la différence entre être entrepreneur et être un dirigeant Ah, d'entreprise? ouais. Alors, bah, ça franchement, j'ai pris conscience de ça quand j'étais chez Réseau Entreprendre. Entrepreneur, en fait, ça relève d'aptitudes naturelles. Un entrepreneur, il a des rêves. Alors, beaucoup de gens ont des rêves, mais en plus, il est capable de faire les premiers pas de chemin vers son rêve. L'entrepreneur, il est aussi en capacité de vivre avec une part de risque, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et l'entrepreneur, il a des aptitudes à entraîner, à convaincre ses premiers collaborateurs, ses premiers clients, ses premiers partenaires financiers, les banques, etc. Donc tout ça, ça relève d'aptitudes naturelles, entrepreneur. Et grâce à ça, il y a des entreprises qui naissent. S'il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y aurait pas d'entreprise qui naîtrait. Non? Dirigeant, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est un métier. Donc, vous voyez, entrepreneur, c'est des aptitudes naturelles. Entrepreneur, dirigeant, c'est un métier. Et donc, Un pour métier. moi, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Et curieusement, c'est un métier qu'on apprend en général par, la pratique, simplement par la pratique. Parce que justement, on est entrepreneur et on lance son entreprise, elle commence à se développer, on recrute ses collaborateurs, elle grandit, et à un moment, on réalise qu'on devient vraiment un dirigeant. C'est-à-dire pas celui qui est forcément devant et qui tire les autres, mais peut-être celui qui est derrière et qui soutient. Voilà, ça c'est. Ou alors on est DG, on devient DG parce qu'on a très bien réussi dans le commerce, dans les RH, dans la finance, et un jour on vous dit bravo pour tout ça. Est-ce que tu voudrais prendre la direction de l'entreprise? Et souvent on dit oui. C'est passionnant, c'est intéressant, et on va apprendre le métier de dirigeant en le pratiquant. Ben, je trouve que c'est curieux parce que c'est quand même un métier à forte responsabilité. Ah oui. À l'échelle de l'entreprise, c'est les plus grandes responsabilités. Et en fait, c'est un métier qu'on apprend en faisant. Et ben, si on apprend en faisant, le risque, c'est de faire des erreurs, des boulettes, de perdre du temps, de faire des marches avant et des marches arrière. Et c'est pour ça que, pour moi, ça me tient à cœur que les dirigeants apprennent ce métier, ils vont gagner du temps et ils vont faire des économies probablement. C'est ça et est-ce que vous pensez justement que, parce que quand on voit votre famille, est-ce qu'il y a quelque chose d'héréditaire? Est-ce que ce serait pas un peu génétique, l'entrepreneuriat? Alors, ça, j'ai du mal à savoir si c'est héréditaire, mais en tout cas, c'est largement culturel. C'est-à-dire Oui. que si je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai plus de chances de faire le pas un jour parce que ce monde m'est déjà un peu familier. J'en ai entendu parler, j'ai vu mes parents, etc. Donc ça, oui, c'est culturel. Héréditaire, je ne sais pas, je dirais un peu génétique quand même, parce que il y a des personnalités qui sont plus aptes à avoir des objectifs, à être Oui. compétition, et cetera. Donc oui, génétique sans doute un peu, et culturel plus qu'héréditaire au sens où c'est transmis, dans mes gènes par mes parents. J'y crois moins à ça. Et comment cela, vous a-t-il justement influencé, comment ça vous a influencé dans votre vision, de l'entrepreneuriat ou de la réussite en général? Ouais, alors moi, ça m'a influencé parce que quand j'ai décidé d'arrêter de soigner des animaux pour rejoindre le monde de l'entreprise, j'ai eu quand même, j'ai réalisé que j'étais quand même un peu imprégné de l'exemple de mon père, qui était lui un entrepreneur et chef d'entreprise. Mmh. Et pourquoi il a été important? Parce que il a toujours parlé positivement de son métier à la maison. Il parlait de son métier, il racontait un peu ses journées le soir, et surtout, il racontait les rencontres qu'il avait faites, des clients qu'il avait rencontrés, avec lesquels il avait passé un bon moment, et cetera. Donc en fait, je pense que dans ma tête,
il a mis quelque chose, une idée que dans l'entreprise, il se passe des choses sympas. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai switché vers le monde de l'entreprise. Et puis, comme il était, lui, chef d'entreprise, j'ai pensé que c'était accessible. Et voilà, je m'y suis préparé et c'est arrivé. Est-ce que vous pensez que c'est un bon, tremplin, de commencer comme salarié avant de devenir un chef d'entreprise? Je dirais oui pour une raison particulière, c'est que je vois bien que des entrepreneurs qui n'ont jamais été managés, ils ont du mal à manager parce ils n'ont pas de référentiel en termes de Ils n'ont pas de management recul, oui, oui. de recul. Et je pense que c'est surtout pour le management que c'est important d'avoir eu une expérience professionnelle avant, d'avoir été en relation de manager à manager, qu'elle soit positive d'ailleurs, qui permet de savoir comment est-ce qu'on peut manager positivement, ou qu'elle soit négative pour dire surtout je ferai jamais comme mon manager quand je serai moi à mon tour manager ou entrepreneur. Voilà. Donc je vois effectivement beaucoup de jeunes entrepreneurs qui tâtonnent dans leur management. Parfois, ils recrutent même des personnes plus âgées qu'eux et ils sont pas très à l'aise dans le management. Enfin, en tout cas, ils savent pas et n'ont pas de repères pour s'étalonner. Donc oui, la réponse est oui, c'est une bonne idée de pas se lancer d'emblée. Mais quand on a dit ça, il y a aussi des entrepreneurs qui démarrent d'emblée comme entrepreneurs sans avoir été salariés et qui réussissent très bien. Donc attention au dogme. C'est juste une Bien recette. sûr, Voilà. bien sûr. Alors aujourd'hui, beh, le campus des dirigeants, c'est quoi exactement? Alors, bah, c'est un centre de formation. On a un cycle de formation que nous proposons à des entrepreneurs et des dirigeants salariés, parce que finalement, c'est la même fonction qu'on va explorer, que ce soit mon Mmh. entreprise à moi ou celle d'autres. Si je suis dirigeant, j'ai un même objectif, une même mission, c'est d'emmener une équipe pour réussir dans un projet d'entreprise qui soit partagé. Donc, on propose un cycle ou même plusieurs cycles, parce qu'il y a, en tout cas, il y a un démarrage et puis une suite. Il s'appelle Être et agir en dirigeant parce que j'avais comme conviction que pour progresser le plus vite dans son métier de dirigeant, il faut travailler à la fois les hard skills, c'est-à-dire tout ce qui est structurant pour la direction d'entreprise. Je prends un exemple, comment bâtir un projet d'entreprise, justement, comment animer une équipe de direction, quels choix managériaux faire, comment organiser la gouvernance dans l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets structurants qui s'apprennent et il y a aussi à travailler son propre leadership. Parce que plus je serai en capacité par mes comportements, par mes postures, par mes croyances, d'emmener d'autres avec moi, de donner confiance, d'inspirer, plus je vais avancer vite. Donc le cycle s'appelle Être et agir en dirigeant pour ces raisons-là. Et donc, on apprend des choses et on travaille aussi sur soi pour apprendre à se connaître, se faire confiance, oser être soi, etc. Voilà, donc on fait ça en inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de différentes entreprises, pour des entreprises de 10 à 2000 personnes, mais tout ce petit monde se mélange bien finalement. Et puis, on propose aussi un cycle ou une adaptation de ce cycle pour des groupes en intra, ça s'appelle en intra, pour des groupes qui veulent former les patrons de leur business unit. Voilà. Et il y a des Oh groupes qui ont bien! des tailles suffisantes pour former 10, 12 dirigeants de filiales. Et Voilà. ce sont des cycles de combien de temps à peu près? Alors le cycle initial, il s'étale sur 6 mois et c'est 10 jours de formation. Et c'est des moments formidables parce que en plus, on a vraiment voulu faire une école de praticiens et pas de profs. Donc, tous les programmes qu'on délivre, ils sont issus de l'expérience de dirigeants. En fait, les bonnes pratiques qu'on a consolidées pour mieux les partager. Et on crée un cadre où les échanges sont le plus simple possible, le plus transparent possible, ce qui fait que les promos sont soudés à la fin et n'ont pas envie de se quitter, quoi. Non mais c'est génial. Ça Ouais, c'est bon, la mission est accomplie, ouais. et du coup, beh, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait, beh, une demande, des dirigeants d'entreprise d'être formés, d'être accompagnés au quotidien? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte Ouais. de ça? Ah bah, Parce qu'on a parlé de votre souhait de transmission, mais il y avait aussi, ouais, bah, ouais, tout à forcément un peu fait. la loi de l'offre et la Ah oui, demande. oui, 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 Donc oui. comment ça s'est passé à ce niveau-là? Bah, justement, alors, on va faire référence à nouveau à Réseau Entreprendre. En 2012, Oui? j'étais le DG de la fédération Réseau Entreprendre et on a fait une Mmh. étude sur la croissance des entreprises, des entrepreneurs qu'on avait accompagnés depuis 30 ans. On a compilé des données et on a observé que
la courbe de croissance, elle fait un S, c'est-à-dire que je crée mon entreprise, je démarre et au bout de 5 ans, il y a un point d'inflexion, voilà, sur la moyenne des entreprises qu'on a Ouais. accompagnées. C'est pour ça que j'ai réalisé qu'entrepreneur et dirigeant, c'était 2 choses différentes et que finalement, il y a un stade où mon entreprise est suffisamment développée pour que ça devienne complexe pour moi, le dirigeant, et en même temps, elle n'est pas encore assez développée pour que je sois vraiment staffé. Donc, je cumule la fonction de DG, la fonction de directeur commercial souvent, la fonction de DRH, et du coup, les fonctions qui remplissent mon agenda sont les fonctions les plus opérationnelles, et la fonction qui souffre, c'est ma fonction de DG parce qu'elle est toujours moins urgente. Et en fait, en faisant ce travail-là d'analyse de la croissance, j'ai réalisé que puisqu'entrepreneur est une chose et dirigeant en est une autre et que c'est un métier, c'était sans doute utile de l'apprendre et que d'ailleurs, on accompagnerait d'autant mieux les entrepreneurs qu'ils auront reçu une formation au métier de dirigeant. Parce que accompagner quelqu'un qui a compris, c'est beaucoup plus impactant que d'accompagner quelqu'un qui n'a pas encore compris les clés essentielles. Voilà, donc l'idée de ce besoin, en tout cas, avant de savoir que c'était un marché, je me suis dit, il y a vraiment un besoin de formation au métier de dirigeant. Et après, j'ai fait mon étude de marché pour me rendre compte qu'effectivement, beaucoup de gens disaient, mais c'est vrai, le commerce, on l'apprend dans les écoles de commerce, le management peut-être un peu aussi, le marketing aussi, mais le métier de dirigeant, on l'apprend où? Ben, en fait, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour l'apprendre. Non, non, pas du tout et on le remarque dans plusieurs entreprises qu'à un moment donné, on atteint une sorte de plafond où Ouais. on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Est-ce que, on grandit et on commence effectivement à staffer et à engager? Ou bien est-ce que je reste tel que je suis, mais alors comment est-ce que je peux, évoluer moi-même, quoi? Ah oui, c'est ça, exactement. Et en fait, Donc ouais, ouais. bah, oui et à tout moment, dans une entreprise qui grandit comme, la vôtre d'ailleurs, on passe des caps. C'est-à-dire que ma manière de diriger convenait jusqu'à un certain seuil, une certaine étape, puis à un moment, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus très bien. Ben, ça veut dire que on est en train, probablement de faire une, migration vers un autre modèle pour engager une nouvelle étape de développement. Ben, ça vaut le coup de réfléchir à ça justement. Tout à fait et justement pour rebondir, sur le sujet, qui nous intéressait aujourd'hui qui était, l'épanouissement. Comment est-ce que quels sont vos petits conseils pour que, un entrepreneur ou, un dirigeant d'entreprise ou en fait même peut-être tout le monde, reste épanoui dans un travail? Comment est-ce qu'on peut, maintenir un certain, niveau d'épanouissement? Alors d'abord, il faut savoir si on est à sa place. Parce que j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui étaient des techniciens et qui ont démarré une entreprise sur la base d'une technique innovante, par exemple. Ils adorent ça. Ou alors, ils sont plutôt des commerçants. Ils aiment le commerce, la relation client. Et quand leur entreprise grandit, ils sont interpellés sur est-ce qu'ils doivent continuer la technique ou la transmettre à d'autres? Est-ce qu'ils doivent continuer le commerce ou le transmettre à d'autres? Et bien souvent, ils choisissent d'être le dirigeant. Mais c'est vraiment important de se demander si on est vraiment fait pour être un dirigeant. Et peut-être que dans certains cas, c'est la première question à se poser pour être épanoui, hein. Est-ce que je suis vraiment à ma place en étant dirigeant alors que j'adorais la technique, alors que Ouais, j'adorais quoi? Première question. Et puis l'autre, c'est d'être attentif à sa motivation. Je pense qu'un entrepreneur ou un dirigeant, il est comme tout le monde, comme tous les salariés. Il y a des moments où on a la pêche pour aller au travail. Il y a des moments, des périodes un peu plus grises où on sent on est moins dedans, on a moins envie, etc. Je pense il y a un réflexe à acquérir, c'est de questionner cette moindre motivation. On n'a pas le droit de rester démotivé durablement quand on est le dirigeant, ou alors faut partir, mais on a tellement d'enjeux et ça a tellement d'impact la motivation du dirigeant que ma première responsabilité, c'est de me dire aujourd'hui, je me sens pas motivé, il y a sûrement une raison, il faut que je la comprenne. Et ça peut être que j'ai des relations avec un associé qui s'est dégradé. C'est peut-être que ce que je fais en ce moment, ça me passionne pas trop. Du coup, peut-être qu'il faut que je vois si je peux pas transmettre cette responsabilité à d'autres et moi me reporter sur d'autres sujets. Est-ce que je suis fatigué? Je manque de vacances? Enfin voilà, il faut se poser ces questions parce qu'il y a forcément quelque chose à changer si je suis démotivé. et je pense qu'il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, si je peux rajouter aussi, avoir le droit d'être démotivé. Ah, Parce mais que bien sûr. souvent on se dit: «Bon, j'ai pas le droit, moi je peux pas».
Mais Oui. je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de mou, ouais. Ouais, alors je ne sais pas s'il faut dire le droit, mais j'accepte J'accepte, que je suis une personne normale d'avoir des moments de démotivation. Mais moi, ce que je dis, exactement. je n'ai pas le droit d'en rester là sans me questionner. Exactement. Voilà. OK, super. Pour conclure, Bruno, quel serait un peu, le message, que vous souhaitez, bah, voilà, transmettre un petit peu, à nos auditeurs, bah, qui sont en quête d'exploration professionnelle ou d'audace dans leur vie personnelle et Ouais. professionnelle? Alors, bah, oui, comme vous êtes dans le recrutement, j'ai une recommandation. Ah! Heu, non et qui part d'un constat surtout, c'est que je trouve que les employeurs et les entreprises sont souvent très conservateurs ou conservatrices dans les profils qu'elles recrutent. C'est-à-dire qu'elles sont un peu gérées par la peur en se disant: «Voilà, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui ait les compétences que je cherche, l'expérience que je cherche» et cetera. Alors, pourquoi pas? Je comprends que ça fait gagner du temps quand on va chercher quelqu'un qui a l'expérience de la fonction qu'on va lui proposer. Mais je pense qu'on devrait être aussi beaucoup plus créatif et de se dire, il y a peut-être des gens qui étaient dans des fonctions et qui ne sont pas complètement faites pour ça. Et moi, je vais leur proposer un nouveau job, de nouvelles responsabilités dans des sujets que cette personne ne connaît pas. Mais peut-être que je vais perdre un peu de temps, mais elle va m'apporter beaucoup d'autres choses nouvelles parce qu'elle ne vient justement pas de ce secteur-là et de cette fonction-là. Donc, j'ai envie de dire Prise de aux risque et audace? ouais, ouais, alors peut-être pas il faut peut-être pas le faire sur tous les emplois quand on recrute, sur tous Non. les recrutements, mais de temps en temps de se dire: «J'accepte de prendre quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans ce que je cherche, mais elle a un parcours tellement intéressant et des motivations tellement formidables que je prends le risque et cette personne-là, probablement, va nous apporter de la nouveauté, elle va penser différemment, elle va ouvrir des nouvelles voies». Ça, c'est pour les employeurs et pour les collaborateurs, pour les salariés, mon encouragement, c'est de d'oser explorer des voies nouvelles, de se faire confiance. En fait, j'ai vraiment grande confiance dans le potentiel humain et je pense qu'on est comme des ordinateurs dont on n'exploite que 5 ou 10 des fonctionnalités. On est Sûr. les mêmes, nous, et au travers de nos expériences de vie et professionnelles, on exploite 5, 10, 20 de notre potentiel. Ben, il faut se faire confiance en se disant qu'au fond de nous, il y a des possibilités, des compétences qui demandent qu'à être épanouies, des aptitudes qui sont là et qui vont pouvoir se révéler. Donc, audace, et je vais frapper à d'autres portes que ce que je sais faire. Génial. Merci beaucoup Bruno, merci pour tout le partage, de votre expérience. Merci Stéphanie. Bah, à tous nos auditeurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous revois très vite sur le mouton à 5 pattes. Au revoir.